Apple a gagné plus de 21 milliards de dollars en 3 mois, x2 pour les bénéfices au troisième trimestre fiscal par rapport au même deuxième trimestre calendaire en 2020. Gilles Dounès nous expliquera ces résultats stratosphériques et il nous dira pourquoi les actionnaires ont sabré le champagne mardi soir. Dans cet épisode 49, des nouvelles de l'affaire d'espionnage Pegasus, et pas seulement à cause des mises à jour de sécurité disponibles depuis quelques heures pour vos appareils, mais aussi la guerre d'Apple contre les fuites, la pression s'intensifie sur les sources indélicates. La pénurie de composants et des conséquences potentielles sur les quantités d'iPhone et d'iPad disponibles jusqu'en décembre au moins. Parmi les rumeurs de la semaine, le titanium en argument marketing revient, après le PowerBook G4. Peut-être un argument marketing, mais peut-être pas seulement, en tout cas, on en parle pour la carrosserie de l'iPhone 14. Le dîner d'Eli, un dernier repas costaud avant notre trêve estivale à nous. Et puis le tuto audio, comment utiliser la nouvelle fonction multi-appareil de WhatsApp, pas encore disponible en version finale, mais si vous êtes curieux, vous pouvez déjà essayer la bêta et on va vous expliquer comment. iWeek, la semaine Apple, le podcast, c'est le dernier épisode réel de la saison 1. Salut à tous et salut à mes deux complices du jour pour cette dernière. François n'est pas là, il est déjà parti en vacances, mais j'ai avec moi Eli et Gilles. Salut les amis. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Bonsoir Benjamin, bonsoir à toute l'équipe. Alors, si vous avez la version vidéo de ce podcast, disponible à partir de vendredi sur la chaîne YouTube d'iWeek, vous noterez un détail non négligeable, c'est que Eli et Gilles sont en costume cravate. Je ne m'en suis rendu compte qu'au moment où nous démarrions l'enregistrement. Et est-ce que je peux vous demander ce que vous faites en costard, les amis ? Eh bien oui, car nous avons décidé, et c'est vraiment une idée de Gilles tout à l'heure, d'être solidaires, car nous savons que tu as enduré 3 heures toi-même en costume cravate, et on s'est dit, nous aussi, on est capable de le faire. Donc, par solidarité, et puis ça change des derniers épisodes en maillot de bain dans la piscine. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, écoutez, ça me touche beaucoup, c'est une allusion évidemment à ma première sur LCI. Mercredi après-midi, j'étais effectivement en costume cravate. Alors je vous promets un truc, c'est que ce soir dans iWeek, ça durera pas 3 heures, c'est déjà ça de prix. D'abord parce que François est pas là, et puis aussi parce que je crois que l'émission va être riche, mais relativement compacte. En tout cas, je me réjouis de vous retrouver tous les deux. Gilles, je suis particulièrement content que tu sois avec nous parce que, on va dire, c'est le genre d'épisode avec lesquels tu vas te régaler. Oui, une question. Ça ne durera pas 3 heures parce que François n'est pas là. Est-ce que ça veut dire que François est particulièrement bavard ? J'ai pas tout à fait dit ça, mais c'est forcément plus long quand François est là. Bon, d'accord. Non, là tout le monde s'est régalé, y compris les analystes, puisque le chiffre du troisième trimestre fiscal d'Apple, qui correspond au trimestre de mars à juin, le deuxième trimestre calendaire, a été particulièrement réussi pour Apple. Voilà, avec des chiffres stratosphériques. Hein. Oui, le chiffre d'affaires général est de 81,4 milliards de dollars, en hausse de 36% par rapport à l'an dernier. Le chiffre d'affaires des produits, c'est-à-dire tout ce qui se vend de physique, l'électronique et les logiciels, était de 63,9 milliards, avec plus de 37% de hausse. L'iPhone lui-même a généré un chiffre d'affaires de 39,6 milliards de dollars sur le trimestre. C'est une progression de 50%, en particulier grâce à l'iPhone 12. Et le reste, Gilles, tu nous le diras dans quelques instants, puisque nous ne sommes qu'au sommaire, je te rappelle, de cet épisode 49. Et oui, je connais
tu vois, ton enthousiasme et ton envie d'entrer dans ce sujet qui sera l'info de la semaine dans quelques instants dans A-Week. Alors Ellie, si tu es en costume cravate, c'est aussi parce que tu as beaucoup travaillé sur cet épisode. Encore plus que d'habitude. Écoute. Je dirais parce que moi j'ai été totalement incapable, dans l'incapacité d'écrire le conducteur et les différentes parties. Ce que je fais d'habitude voilà, on va dire à 50-50 avec vous. On va te retrouver comme toutes les semaines, notamment pour ton dîner. Tout à fait. Dîner méditerranéen. Oui, mais cette fois-ci, je vous ai mis entrée plat dessert, tant qu'à faire pour la dernière. Ouais, mais vous allez voir, c'est très léger. Tout est très léger. Tout est très léger, d'accord. On aura aussi droit, grâce à vous, mes amis, au dernier tuto de la saison 1. Absolument. Avec une version bêta de WhatsApp. En fait, oui, c'est un service qui est en bêta et si vous avez téléchargé la dernière mise à jour, en fait, ça fait partie du WhatsApp qui, lui, n'est pas bêta. Mais quand on active le service, il vous signale que le service est bêta. Donc, c'est plus côté serveur. Mais vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il fallait le trouver. Mais effectivement, tant que quelqu'un n'a pas dit comment faire, on ne serait jamais allé fouiller à cet endroit-là pour l'activer. Mais vous allez voir, c'est très simple. Voilà, c'est le fameux multi-appareil qu'avait promis Mark Zuckerberg qui apparemment a donné beaucoup de fil à retordre, techniquement parlant, à WhatsApp. Et tu vas nous raconter tout à l'heure comment on peut activer cette fonction et ce qu'elle nous permet de faire. Évidemment, on va revenir de manière étendue sur toutes les news importantes de la semaine, les rumeurs, et puis des mises à jour pour vos appareils, un tout petit peu en lien avec l'affaire Pegasus, Eddie. Bien qu'Apple s'en défende. Voilà, on vous dira quelles sont ces mises à jour si on vous conseille de les faire et évidemment ce qu'elles apportent. Voilà le programme de ce 49e numéro d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Dans un instant donc le plein de news et de rumeurs, ces mises à jour, mais tout d'abord plus de 81 milliards de dollars de chiffre d'affaires en un seul trimestre, Gilles vous le disait. Et oui, Apple a une nouvelle fois dépassé les meilleures prévisions des analystes. À tout de suite. Les chiffres sont tellement dingues que Gilles était parti avant nous. On revient dès l'ouverture de ce 49e numéro sur les résultats trimestriels d'Apple. Le 3e trimestre fiscal qui s'est donc clos à la fin du mois de juin, il y a à peu près un mois. Gilles, Apple a de nouveau battu les prévisions les plus optimistes des analystes. Oui, toute la gamme est à la fête, c'est-à-dire tous les produits, l'électronique, les services. Et à l'intérieur des produits, tous les produits phares, c'est-à-dire l'iPad, qui passe de 6 milliards et demi à 7,3 milliards. Le Mac, qui lui aussi est en hausse de 16%, qui atteint 8,2 milliards. Et même les wearables, tout ce qui est la grande catégorie des iPods, les HomePod, les Apple Watch, les Apple Watch, les écouteurs... qui même représentent davantage que le Mac, et oui, qui sont le premier poste. Hein, ouais. Et puis il y a les services, Gilles. Oui, qui passe de 17 milliards et demi, qui atteint 17 milliards et demi de dollars en hausse de 33%. Et Apple continue à bosser puisque la recherche et le développement continue d'augmenter sur les 9 mois. Les 9 derniers mois, on passe de 13,7 milliards à plus de 16, soit 15% d'augmentation. Et rien que sur le dernier trimestre, on passe de 4,7 à 5,7 milliards, soit 17% d'augmentation. Donc, je pense qu'il y a la finalisation de l'iPhone et des produits qui vont arriver au trimestre de septembre. Mais il y a vraisemblablement d'autres choses, et en particulier du côté du silicone. Ouais. Alors, tu disais que c'était un peu la fête des actionnaires mardi soir, pas étonnant. Oui, parce que le bénéfice par action a carrément doublé à 1,3 $ par action au lieu de 0,65. Et ça représente, tu le disais, en
en introduction, 21 milliards au total pour un seul trimestre. 21 milliards de dollars. Et Apple va distribuer 22 cents par action. Eli, même si tu n'aimes pas beaucoup les chiffres, qu'est-ce qui, toi, t'a marqué dans ces résultats annoncés mardi soir ? Écoute, comme a dit Gilles tout à l'heure, c'est la progression des ventes d'iPhone qui est de 50% dans ce trimestre, alors qu'a priori, on sait qu'il y a des iPhones qui vont arriver en septembre. Tout le monde le sait maintenant. Alors, moi, je trouve que la progression est vraiment remarquable et c'est dû en particulier aux iPhone 12 qui continuent à beaucoup se vendre, et ce, malgré la pénurie de composants. Donc, Apple s'en sort vraiment super bien. Il y a la Chine également qui tire énormément la croissance vers le haut, puisque la Chine est sortie de la pandémie avant le reste du monde. Et du coup, les chiffres sont absolument énormes. Je crois que c'est 70% de nouveautés, de nouveaux... je ne vais pas dire de bêtises, 70% de nouveaux acheteurs sur l'Apple Watch, mais c'est encore plus fort pour la Chine. Bon, en tout cas, il n'y a pas un secteur qui échappe à une hausse minimum, on va dire quoi, de 15 à 30%, hein, grosso modo, par rapport au même trimestre de l'année dernière. Pourtant, l'année dernière, c'était déjà la crise. Alors, qu'est-ce qui explique ces chiffres assez dingues ? Je crois que les gens continuent à acheter de la technologie. Donc, il y a des gens qui l'achètent parce qu'ils en ont besoin. Il y en a qui l'ont acheté parce qu'il y a eu une ouverture d'un certain nombre de canaux de distribution qui étaient restés fermés. Donc, les gens sont allés peut-être à nouveau dans les Apple Store qui avaient été fermés pendant 14 mois. Les gens ont fait des économies parce qu'ils sont moins sortis, ils sont moins allés au restaurant, ils sont moins allés au cinéma, moins allés en voyage. Et donc, à un moment donné, quand on a un peu d'argent sur son compte, on voit qu'il y a des nouveaux iMac M1 qui sont beaux. Et on se dit, je me laisserais bien tenter. Et puis, bon, c'est un peu partie de l'explication, mais les produits Apple sont toujours aussi attractifs. Gilles ? Apple s'en défend, mais il y a également un effet Covid et confinement et télétravail. Cet argent qui était disponible, il a été utilisé pour ça, pour se faire plaisir. Et puis également, au niveau de l'équipement dans les entreprises, dans les facs, et puis dans l'argent qui était distribué par les pouvoirs publics pour pouvoir s'occuper pour le télétravail. Les fameux chèques de Joe Biden. Allez, on va ouvrir Pommes, le JT de la semaine, et vous allez voir que Apple n'est pas la seule entreprise américaine à avoir annoncé des résultats spectaculaires cette semaine. N'est-ce pas, Eli ? Puisqu'on est dans l'annonce de résultats trimestriels, ceux de Tesla marquent une vraie nouvelle époque presque pour le constructeur automobile créé par Elon Musk. Oui, je crois que tous ceux qui avaient prédit la mort de Tesla à différentes reprises, maintenant, ça commence à être un peu compliqué. Peut-être d'ailleurs que Tim regrette de ne pas avoir reçu Elon Musk qui voulait lui vendre Tesla pour une bouchée de pain, car les résultats sont vraiment impressionnants. Donc, ils ont annoncé en fait un bénéfice trimestriel de 1,14 milliard de dollars, ce qui représente 1000% de progression par rapport à 2020 où ils avaient annoncé un petit bénéfice de 104 millions. Donc bon, c'était déjà bien, mais 1 milliard presque, c'est énorme. C'est non seulement 10 fois plus, mais c'est en plus la barre du milliard symbolique qui est passée pour la première fois par Tesla. Absolument. De bénéfices. Et ce, en bénéfice, parce que en fait, les ventes totales étaient presque à 12 milliards de dollars, c'est-à-dire carrément un doublement par rapport à 2020, où ils avaient fait des ventes de 6 milliards, ce qui était déjà énorme. Hein. Donc, la principale source ont été évidemment les ventes de voitures. Qui ont augmenté énormément. Vous savez tous que la Model 3 est devenue maintenant un modèle
presque mainstream, c'est-à-dire que vous avez tous certainement autour de vous un ami qui a une Model 3. Maintenant, c'est presque devenu la Volkswagen électrique, donc la voiture du peuple, hein, c'est pour ça que je disais Volkswagen. Moi, ça m'a surpris parce que c'est quand même une voiture qui fait un certain prix. Et moi, autour de moi, je connais plein de gens qui ont des Model 3. Donc, c'est un gros succès, il faut le reconnaître. Pour un chiffre d'affaires de combien, Elie, pour Tesla 8 milliards, non, il me semble. Là, en fait, dans ce trimestre, ils ont annoncé 12 milliards de chiffre d'affaires. 12 milliards. 12 milliards. 12 milliards dans le trimestre. Donc, ce qui est énorme. Les petits autres chiffres qu'on peut citer, ils ont dit que c'est leur 8e trimestre consécutif bénéficiaire. Ce qui est énorme. Ils ont aussi évidemment surligné qu'ils avaient dépassé le milliard de bénéfices. Pour un trimestre, c'est énorme. Et leur marge, c'est quand même très important pour un constructeur automobile, se situe au-dessus de 28%. Donc leur marge brute, ce qui est la plus grosse marge de l'histoire de Tesla. Donc ils ont réussi à produire dans le trimestre plus de 200 000 voitures, en fait 206 421 voitures, et desquelles ils ont réussi à en livrer quand même 201 000, parce que généralement, fabriquer des voitures, les usines, elles tournent, elles sont automatisées, etc. Après, Tesla a toujours eu un énorme problème, qui est de livrer les voitures. Ils avaient même fait appel à des volontaires, donc des possesseurs de Tesla, qui venaient livrer des voitures à des nouveaux clients, parce qu'ils n'avaient pas assez d'employés pour pouvoir livrer les voitures. Donc, et là, tous ces chiffres-là sont des records à chaque fois. Gilles, on va passer à ce que tu appelles un droit de suite en ce qui concerne l'affaire Pegasus, notamment avec la dissolution d'une société de capital risque à laquelle appartient la fameuse NSO. Oui, c'est une société d'investissement qui s'appelle Novalpina. C'est une information des Échos qui va être dissoute parce que les fondateurs ne s'entendent pas. Il y avait apparemment une différence d'approche d'éthique sur ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire. Et visiblement, cette affaire Pegasus a été l'affaire de trop. Avec des répercussions mondiales, ça ne m'étonne pas. C'est ça. Ils ont fini par jeter l'éponge apparemment, et c'est des gens expérimentés, mais il y avait un différend qui était devant la Cour de justice de Luxembourg, et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, et du coup on ne sait pas ce que va devenir NSO. Il était question de l'introduire en bourse pour 2 milliards d'euros. Est-ce que ça va être fait? Est-ce que ça va être vendu à quelqu'un? À qui? On n'en sait rien. Ça risque d'intéresser pas mal de monde. Oh oui. Ouais, et on en parle alors que Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, était hier à Paris pour répondre notamment aux questions de la ministre française de la Défense, Florence Parly, sur Absolument. Cette affaire Pegasus qui a probablement concerné un ou plusieurs téléphones portables d'Emmanuel Macron. On en parlait la semaine dernière tous ensemble. Alors on continue à dérouler l'actu Apple de cette semaine ensemble, les amis. Et on reparle des processeurs utilisés par Apple dans ses appareils, notamment dans les iPads, avec une commande. On parle de 100 millions de processeurs A15 commandés à TSMC. Elie ? Oui, c'est a priori une information qui a été confirmée, donc ça a été cité par une source coréenne, mais ça a été confirmé. Donc TSMC a bien reçu une commande d'une centaine de millions de processeurs pour Apple. Donc ce qui veut dire que ces processeurs qui vont se retrouver évidemment dans les iPhones, mais probablement aussi sur d'autres produits. On a parlé à un moment donné de l'iPad mini, on va en reparler, et peut-être d'autres générations d'iPad. Donc, mais 100 millions, ça veut dire qu'Apple a vraiment confiance. Il y avait eu une autre rumeur
concomitante qui disait que les commandes globales de composants pour les iPhone 10, 13 auraient augmenté de 20%. Donc Apple a dit à tous ses fournisseurs de prévoir 20% de plus que pour les iPhone 12 actuels, ce qui est une belle preuve d'optimisme. Hein. Je n'ai pas vu, Elie, je parle sous ton contrôle, s'il y avait une modification à l'intérieur de la 15 ou si elles étaient toutes du même modèle. Pour l'instant, on n'a pas plus de détails que ça. On ne sait pas le nombre de cœurs. On sait que la gravure va probablement être faite, je crois que c'est maintenant, je ne sais même plus en nanomètres, mais c'est impressionnant. Donc, on ne sait pas le nombre de transistors. C'est encore trop tôt. Hein. Il faut qu'il l'annonce, ce processeur. Hein. Déjà, on sait qu'il le fabrique. Donc, en septembre, on vous donnera tous les petits détails. Mais on ne peut pas les dire avant parce qu'Apple, vous savez, qu'il continue à prendre des fuites très au sérieux, puisqu'on a sauté cette petite information au passage. Donc, ils envoient des lettres de menaces très menaçantes, y compris en Chine. Hein. Donc, vous savez qu'en Chine, Apple prend généralement des gants. Hein. Et donc, il y a eu une lettre qui a été Puis ils n'ont aucune publiée, autorité, surtout en Chine. Donc. Oui, donc c'est un liqueur chinois, donc qu'on ne connaît pas. Hein, donc, et Apple a une société d'avocats maintenant qui s'appelle les Panda Partners, hein, donc qui doit être certainement de la famille des pandas. Hein, donc, et ils ont envoyé une lettre très méchante, hein, parce que elle dit grosso modo, hein, je cite le texte. Vous avez divulgué sans autorisation d'énormes quantités d'informations sur des produits Apple non annoncés et des rumeurs, et ceci est une violation délibérée des secrets industriels d'Apple. Waouh. Et la lettre continue, hein, donc en disant grosso modo, vous allez arrêter tout de suite ou ça va vous coûter très très cher. Donc bon, bah. Je vois mal le liqueur chinois se prévaloir de la liberté d'information. En Chine, mais non. Et je vois surtout mal la justice chinoise aussi donner suite à une quelconque plainte d'Apple. Mais bon, c'est quand même une forme de pression qui pèse sur les leakers. On en avait déjà parlé. 22 commandes vont disparaître de Siri. Pourquoi donc ? Pour l'instant, Apple n'explique pas pourquoi. Hein. Donc, ça a été annoncé. Donc, à partir de iOS 15 et tous ses dérivés, 22 commandes de Siri qui permettaient d'interagir avec des applications tierces vont être supprimées, ce qui pose des gros problèmes à des sociétés, par exemple, comme Uber. Parce qu'une des commandes qui disparaît, c'est du style « dis, je ne dis pas le nom, commande-moi un Uber ». Et ça ne sera plus possible, ce qui va poser de gros soucis. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est est-ce que ces applications tierces ne pouvaient pas présenter des failles de sécurité, ce qui fait que à travers Siri, on accède à l'application, donc on bypass le sandbox, et à partir du moment où on est dans l'application, est-ce qu'on ne pourrait pas lancer une commande qui provoquerait quelque chose, un exploit, donc du style Pegasus ou autre. Hein, donc c'est la seule explication que je vois, puisque c'est des commandes qui existaient depuis un certain temps, qui, a priori, ne posaient pas de problème avant. Alors, il y a une autre analyse qui dit c'est pour éviter certaines investigations sur l'abus de position dominante, qui dit que Apple utilise des possibilités, etc., et qu'il faut passer par leurs API pour pouvoir interagir avec d'autres applications. Mais je ne vois pas comment on pourrait interagir. Je pense que c'est le même problème qui doit se poser pour Alexa ou pour Google Home. À partir du moment où on a un assistant et que cet assistant doit interagir avec d'autres applications, il faut bien qu'il puisse communiquer. Hein. Donc, je ne comprends pas bien l'intérêt. En tout cas, Siri, qui a déjà été critiqué par rapport à ses possibilités d'interaction, si on lui enlève en plus des commandes, il sera encore moins interactif qu'avant. C'est un peu bizarre. On reparle de la pénurie de composants qui touche toute l'industrie, mais cette fois, elle concerne potentiellement aussi Apple, puisque les quantités d'iPhone et d'iPad disponibles au moins jusqu'au mois de décembre prochain risqueraient d'être limitées, voire très limitées. Oui, les analystes ne sont pas d'accord forcément sur les chiffres, mais ça devient très important, puisque au cours de la réunion d'annonce dont vous avez parlé tout à l'heure, Tim Cook a dit à un moment donné
qu'il risquait d'y avoir des quantités qui ne seraient pas aussi importantes que ce qu'Apple aurait souhaité, et ce jusqu'au mois de décembre. Et il a parlé d'iPhone et d'iPad. Il a dit que les quantités dans ces deux gammes de produits ne seraient pas à la hauteur de ce qu'Apple aurait espéré. Et ceci dû à une pénurie de composants. C'est purement, à mon avis, formel pour avertir d'une déception relative sur les quantités vendues, sachant que le trimestre dernier a déjà été entaché par des ruptures ou des quantités de composants contraintes. Oui. Il y a toujours tout un tas de circonvolutions, de précautions préliminaires au départ de chaque compte rendu trimestriel, et je pense que ça en faisait partie. Oui, mais là, il a dit que ça serait pire que dans le trimestre actuel. Donc, ça serait... Parce que Apple a une puissance d'achat qui est telle qu'il passe avant tout le monde. Je veux tant, et il est servi en premier. Vous vous souvenez, vous êtes assez vieux comme moi, qu'il y a 20 ans, Apple passait après tout le monde pour ce qui était des commandes de composants et de processeurs. C'est ce qui a plombé le G4, le G5, etc. Là, depuis l'iPod, c'est l'inverse. Et puis on va rappeler qu'il y a quelques jours, on en a parlé ici aussi, Apple avait révisé à la hausse ses commandes d'iPhone. On parle de la prochaine gamme, de l'ordre de 15 millions d'unités en plus de ce qui était déjà prévu. Je crois qu'on était passé de 60 à 75 ou 70 à 90, je crois qu'ils ont pris 90 millions. Voilà, donc ça sera peut-être pas possible. En tout cas, ils vont essayer de le faire. Ils vont se battre pour en avoir le plus possible. Après, nous-mêmes, on va subir par ricochet cette pénurie. Donc, on espère que l'iPhone 13... Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que dernièrement, on a reçu des fournisseurs de coques, comme d'habitude, qui nous ont envoyé des échantillons marqués 12S. Alors là, on ne comprend plus. On croyait que c'était 13 maintenant. Ça y est, que c'était décidé. Mais pourquoi ils nous envoient des échantillons 12S? Bon, mais ça, on verra. C'est le mystère. En tout cas, c'est un sujet dont il a été question mardi soir lors de l'annonce des résultats d'Apple. Oui. Tim Cook en a parlé. Ils en ont parlé, et d'ailleurs, c'est devenu tellement important qu'ils ont même dit qu'Apple réfléchissait à l'éventualité de fabriquer directement certains de ces composants. Donc, et Tim Cook a dit la phrase, il a dit « On se demande si on se mettait à fabriquer nous-mêmes des composants, est-ce que ça pourrait apporter des bénéfices, et quelle pourrait être la contribution d'Apple s'ils se mettaient à fabriquer des composants ?» Ce qui veut dire que c'est une réflexion, ils ne peuvent pas faire ça du jour au lendemain, mais ils se posent la question, si ça devait être pérenne, est-ce qu'Apple ne pourrait pas lancer sa propre usine et fabriquer ses propres composants, comme ils fabriquent leurs propres processeurs, quoi. Gilles, tu crois pas? Non, c'était en réponse à une question en demandant, je ne sais plus quelle analyse demandait si ils allaient fabriquer d'autres composants. Et Tim Cook a répondu que à chaque fois, il se posait la question, est-ce qu'il va y avoir une valeur ajoutée de la part d'Apple? Est-ce qu'on le prend sur étagère pour quelqu'un qui le fait aussi bien qu'on le ferait ou dans une proportion raisonnable? Ou alors, est-ce que nous, on peut faire beaucoup mieux, et à ce moment-là, est-ce qu'on se donne la peine de le faire? C'est typiquement ce qui s'est passé avec Apple Silicon. Je pense que c'était purement de la rhétorique. D'accord. Même s'il y a autre chose, ils ont toujours plusieurs fers au feu. Apple, ils réfléchissent à 5 à 10 ans. Peut-être une fausse joie à propos de la prochaine édition du NAB, le salon du broadcast et de la télé, qui se tient d'habitude au mois d'avril et qui aura lieu cette année du 9 au 23 octobre à Las Vegas. On a cru qu'Apple y serait 10 ans après sa dernière participation. On vous a parlé de l'anniversaire de Final Cut il y a quelques semaines. Et en fait, Elie, apparemment, c'était une coquille sur le site du NAB.
Oui, parce qu'en fait, le nom Apple était cité comme faisant partie des exposants, donc c'était vraiment écrit sur leur site. Et puis, ce nom a disparu cette semaine, donc ça y est, officiellement, ils ne viennent pas. Donc, ça a l'air d'être définitif et on est tous très déçus parce que du coup, est-ce qu'on verra la nouvelle version de Final Cut que nous attendions? Et si c'est pas au NAB, quand? Parce que d'ici la fin de l'année, il y a tellement d'annonces qui sont prévues que je ne sais pas comment Apple va arriver à nous caser Final Cut. Hein. Et si on attend 2022, on attendra, mais c'est un peu comme l'iPad mini, il va bien falloir qu'il arrive un jour, ce Final Cut. Voilà, et il y a aussi toujours ce rêve potentiel d'un Final Cut sur iPad Pro. Absolument, c'est vrai. En tout cas, tant que le NAB n'est pas passé, ça peut encore changer, moi je dis. Il y a des fois où ils sont présents sans être présents. Exactement. Sans être véritablement exposants. Et puis on finit par une très très bonne nouvelle. Alors pour Fabrice Neumann et pour plein d'autres, pour tous ceux qui, comme nous, sont fous de For All Mankind, la série sur Apple TV+, Ellie. Oui, puisqu'en fait, vous savez, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui ont vu la saison 2 et qui sont très frustrés de cette cliffhanger, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire en fait, cette fin un peu brutale. Pas de spoil. Pardon ? Pas de spoil. Quoi ? Ne spoil non, je pas. spoil pas. No spoils. Donc, il y a eu un cliffhanger de la fin de saison 2 très spectaculaire, dont je ne parle pas. Et donc, les gens se demandent, mais quand est-ce qu'on aura la suite? Alors, je les rassure en disant que la saison 3 est en cours de tournage actuellement, mais encore mieux que ça, Apple aurait signé, et donc ça a été confirmé d'ailleurs depuis, la commande pour une 4e saison. Donc, du coup, on est sûr d'avoir au moins 2 saisons encore, au moins, de For All Mankind, et franchement, c'est génial. Ah, c'est une super nouvelle. Merci beaucoup les garçons. Allez, on marque une toute petite pause et on se retrouve pour parler des mises à jour de la semaine. À tout de suite. C'est une semaine de mises à jour les garçons. Et ces mises à jour, qu'Apple le dise clairement ou pas, Ellie, elles sont un peu liées à l'affaire Pegasus quand même. Oui, parce qu'Apple a commencé par sortir toute une série de mises à jour sans préciser. Alors, comme d'habitude, ils disent ça apporte des améliorations et ça corrige des problèmes de sécurité, mais sans plus. Et donc, on a un peu attendu. Je suis allé voir sur le site Apple et maintenant, ils sont devenus très prudents, puisque je vous lis ce qui est sur le site. Ils disent maintenant, dans un souci de protection de ses clients, Apple s'interdit de divulguer, d'aborder ou de confirmer l'existence de failles de sécurité. Bon, si ça c'est beau, ça, c'est très très beau. Donc, mais quand même, il y a des gens qui se sont penchés sur ces mises à jour 14.7.1 et en ce qui concerne macOS 11.5.1. Et ils ont trouvé effectivement qu'Apple avait comblé des failles de sécurité qui était exploité par un certain logiciel Pegasus. Donc, Apple ne l'a pas confirmé, mais ce sont des analystes externes qui disent que oui, c'est la faille qui a été utilisée en utilisant iMessage a été comblée. Et donc, pour répondre aux questions qu'on a eues pendant la semaine sur Twitter, en particulier de Fabrice Neumann, qui a dit, bon, 14.7, c'était une mise à jour impair, mais 14.7.1, est-ce que c'est une double impair? Eh bien oui, et donc tout ce qui est impair, ça va, ça passe, c'est bon. Allez-y, vous pouvez y aller. Donc il y a une mise à jour pour iOS, 14.7.1, 14.7.1 aussi pour iPadOS, une mise à jour de macOS, de Big Sur, oui, la 11.5.1, et puis pendant ce temps, le rythme de rodage des bêtas continue avec des bêtas 4 pour les développeurs. J'ai une question pour Ellie. Bien sûr. Vas-y. L'impair. La deuxième mise à jour impair vient par-dessus, donc. Oui, en fait, si tu as déjà installé la 14.7, il va t'installer une petite mise à jour qui est la 14.7.1. Et si tu es resté en 14.6, qui n'est plus signé par Apple, donc de toute façon, il n'y a plus de retour en arrière, on passe directement à la 14.7.1. Non, c'était une blague par rapport à la blague sur Twitter avec Angela Arendt.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je t'avais demandé de sortir à l'époque. Alors attention, parce que sinon tu vas pas finir l'émission. Refais-nous la blague, Gilles, pour ceux qui sont pas au courant. J'avais demandé... il disait qu'il était fan de tout ce qui était impair. Et je lui ai demandé même si la dame qui s'occupait du retail n'était plus là. Oui, à cause des imperméables, oui, mais oui. Parce qu'elle Angela Arendt venait de chez Burberry. C'est pour ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais il m'a fait la blague en tout début de matinée, alors que j'étais même pas réveillé. J'avais un quart de neurones qui tournaient. Et donc, ça m'a mis en mode sans échec là. C'est parfait pour se réveiller. Non. Voilà. Mais des fois, le second degré de Gilles, il faut aller le chercher. Hein. Mais j'avoue qu'une fois que tu as compris, c'est bien, c'est subtil. Et au moins, heureusement, il m'a rappelé, une fois qu'il était sorti, il m'a rappelé, je l'ai laissé revenir. Donc, Bon, alors on parlait des Beta 4, des prochaines versions des systèmes d'exploitation. Donc. Absolument. Donc, la Beta 4 est générale, donc iOS 15, iPadOS, Monterey, ils sont tous en Beta 4. Hein, donc, ça avance à un bon rythme. Ils ont réglé des petits problèmes par rapport aux versions précédentes, mais ça reste des versions bêta, donc ils corrigent des petites choses. Ils ont amélioré et incorporé, par exemple, l'interface de Safari qui n'était pas la même dans toutes les machines. Maintenant, ils l'ont harmonisé. En particulier, vous savez, il y avait eu un débat sur les tabs qui ne plaisaient pas du tout aux développeurs, et Apple a corrigé, ils les ont écoutés, ils sont revenus à une version un peu plus consensuelle, mais ils avaient commencé par le mettre, je me rappelle plus si c'était sur iOS ou iPadOS, et maintenant, puisque ça a été accepté, ils l'ont fait migrer sur le reste de la gamme. En ce qui concerne Monterey, donc macOS 12 Monterey, la Beta 4 apporte un truc intéressant, donc qu'on pourra tester très rapidement, c'est que ça apporte le live text dont on a déjà parlé, au Mac Intel. Avant, c'était réservé au Mac M1, le fait de pouvoir reconnaître du texte dans une photo, etc., puisque ça utilise du machine learning. Et bien, du coup, ils l'ont fait venir aussi sur les Mac Intel, et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est même une surprise, parce que je pensais qu'il fallait la puissance de calcul du M1 pour ça. Absolument. Mais on ne l'a pas testé, hein. Donc on a juste vu l'annonce, et j'ai pas encore eu le temps de la télécharger, donc on en parlera certainement dès qu'on pourra, mais en tout cas voilà, on va tester ça. Bon, on a 3 rumeurs à détailler, ça vaut la peine qu'on lance une petite virgule ? Ah, c'est des rumeurs rapides, mais si tu veux, vas-y. Allez, pour le plaisir. Après, on va plus en avoir pendant presque un mois, donc elles vont nous manquer. Allez. C'est ça, virgulons. Petite virgule rumeur de la semaine. Les rumeurs de la semaine avec, comme souvent, du Mark Gurman dedans. Et oui. Et le Face ID qui se répandrait dans la gamme comme le virus de la Covid à travers le monde. Oui. Alors, il est très prudent, hein, Mark Gurman. Il ne dit pas que ça va être fait dans la prochaine version. Il dit Apple a décidé que Face ID serait dans toutes les gammes de produits, aussi bien les téléphones, bon ça c'est déjà le cas, les tablettes, c'est pas le cas de toutes, et les Mac, pas encore. Et donc Face ID va arriver sur l'ensemble des produits Apple. Évidemment, probablement pas sur les HomePod mini, parce que ce sera un peu compliqué. Mais pour tout le reste, oui. Donc, Gilles, voilà. Juste, ça te semble pas un peu étonnant à l'époque où les masques vont rester dans nos vies pendant encore un bout de temps que Face ID se généralise alors que Touch ID est peut-être plus adapté, indiqué? Alors il y a deux trucs. Il y a deux trucs, c'est que il y a une manip pour se faire reconnaître avec son masque. Et puis j'ai vu passer, j'ai pas retrouvé un brevet selon lequel Apple intégrait directement à l'écran et Touch ID et Face ID. Donc ça peut être par ce biais-là, quoi. Je confirme. On aurait fromage et dessert, donc en avance pour le dîner d'Eli. Oui, mais ça serait pour l'iPhone 14, hein, déjà. Donc pas cette année. Bon, j'imagine que tout le monde se souvient du PowerBook G4 Titanium.
Hein, ce portable a marqué l'histoire d'Apple. Avec la pub dans l'avion, avec le Minimi, l'acteur, enfin l'acteur qui jouait dans Austin Powers et le joueur de basket chinois. On avait un 12 pouces et un 14 pouces. Oh, un 17 même. Un 17, pardon. Oui. Un 17, pardon, oui, un oui. 17. 17. C'était le tout petit et le très grand. Alors, l'important là aujourd'hui pour nous, c'est que ce PowerBook G4 était en titane et ça a été un argument marketing qui nous avait tous séduits à l'époque. On reparle de titane des années plus tard, non plus pour les Mac, mais pour de prochains iPhones, Eddy. Oui, pour l'iPhone 14, mais en plus, tu as oublié au passage une petite étape, c'est que iPhone 14, oui, pas le 13, parce que le 13, de toute façon, c'est déjà même has-been, hein, et on n'en parle même plus. Il arrive dans un an, mais ça y est, on est au 14. C'est celui qui va faire du millimeter wave, rappelez-vous, hein, celui qui est... Bon, voilà. Mais tu sais, il y a même eu une étape intermédiaire, hein, parce que rappelle-toi qu'il y a eu des Apple Watch Titan entre les deux. C'est vrai. Très cher. Donc, oui, mais Apple a expérimenté l'utilisation du titane dans une Apple Watch et maintenant, il ressortirait ça dans un iPhone qui serait probablement un modèle Pro, hein, à moins que ce soit une édition spéciale. Rappelle-moi, combien elle coûtait l'Apple Watch Titane? J'ai un souvenir de l'Apple Watch en or qui était à 18 000 Non, mais la Titane devait être à 1000 et quelques euros, mais c'était pas dans des prix dingues. C'était de tête entre 1000 et 2000 euros. Oui, c'est ça. Mais certainement, nos fact-checkers vont immédiatement nous répondre sur Twitter. Donc, on saura combien coûtait une Apple Watch Titan. Moi, on n'avait pas le droit de les vendre, hein, donc j'ai même pas eu le droit de les mettre dans ma base de données de prix. Donc, il y a peut-être une explication, c'est que les quantités de métaux, de produits de base pour l'industrie sont sous tension. Ça va pas aller en s'améliorant et il est possible que Apple veuille sortir vers le haut de la difficulté à se procurer de l'aluminium, même en le recyclant. Et puis, il y a une troisième rumeur, mais je ne peux pas la lancer parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Apparemment. Et oui. Je sais pas, c'est une surprise. J'ai hésité. Oui, j'ai hésité à vous en parler parce que moi-même, je ne veux pas croire que ça puisse être vrai. Mais je vous en parle parce que il faut qu'on soit honnête et transparent avec vous. Attention, c'est une rumeur qui fait mal parce que figurez-vous qu'il y a un leaker qu'on ne connaissait pas. C'est un nouveau, je ne connais pas sa crédibilité et tout ça, qui a dit il n'y aura pas de iPad mini 6 plein écran 8 pouces 4. Tout ça, oublié, l'iPad mini n'évoluera pas, l'iPad Air va évoluer, mais Apple fait l'impasse sur l'iPad mini. Et alors ça, je pense que si François nous écoute, il doit être évanoui dans un coin de son salon. Et moi-même, je ne veux même pas y croire, parce que tous les autres leakers sont concordants, y compris les plus sérieux, qui nous parlent de cette iPad mini 8 pouces 4, sans bouton Home, etc. etc. Certains ont dit avec processeur A15. Les dernières rumeurs disaient même qu'il aurait un écran mini LED. Donc là on en a parlé la dernière fois. Donc on est vraiment au sommet de ce qu'on peut attendre. C'est presque trop beau. Et donc il y a quelqu'un qui a décidé de faire le contre-pied à toutes ces rumeurs. Il a dit non, il n'y aura pas d'iPad mini 6. Alors là, donc ils veulent nous achever, franchement. Bon, j'espère que cette rumeur ne résistera pas à l'été et qu'elle sera démontée très vite pour que vous retrouviez espoir dans cet iPad mini 6 inspiré de l'iPad Air dont vous rêvez, hein, toi et François. Ah oui. Et François a même déjà mis de côté l'argent pour le commander immédiatement dès sa sortie. Donc, du coup, sinon, il va être obligé d'acheter autre chose. Hein. Donc, c'est que de choix. Il nous fait un virement et on s'arrange. Bah ouais, mais je pense qu'il préférerait avoir un iPad mini quand même. Ouais, sûrement. Bon, allez, pour que tu te remettes de tes émotions, Ellie, on va tourner une petite page, pas de pub, mais musicale, ce générique composé par notre ami Eddy Gronfier à Los Angeles.
et on va aborder le dernier tuto audio de la saison, comment utiliser WhatsApp sur d'autres appareils grâce à la fonction bêta de WhatsApp, la toute dernière version. À tout de suite. Le tuto audio de la semaine, cette exclusivité mondiale que le monde entier nous envie. Nous essayons en audio de vous expliquer comment faire des manipulations sur vos appareils pour mieux en tirer profit. Et aujourd'hui, Ellie, on s'intéresse à cette fameuse fonction multi-device dont Mark Zuckerberg avait parlé en disant que ça leur avait posé beaucoup de problèmes à développer et à rendre possible. Alors, on ne sait pas pourquoi. Avec la puissance de Facebook, qu'un petit détail technique comme ça soit si compliqué à résoudre. En tout cas, c'est une fonction qui arrive avec la dernière version, même si elle est en bêta. C'est ce que tu nous expliquais. Oui, et en fait, ça marche assez bien. Alors, ce qui posait un problème, je pense, c'est que pour utiliser WhatsApp sur un navigateur ou un autre appareil, par exemple un PC, si vous avez un iPhone, c'est qu'il faut que le téléphone soit présent et activé jusqu'à une date récente. Quand on lançait par exemple WhatsApp sur son Mac, il disait déverrouiller votre iPhone, c'est-à-dire que l'information venait de l'iPhone. Et ce que propose maintenant WhatsApp, c'est tout simplement qu'à partir du moment où vous avez validé et sécurisé l'appareil sur lequel vous allez l'utiliser, votre iPhone n'a pas besoin d'être déverrouillé. Et ça, c'est vraiment très important parce que du coup, l'information ne passera plus par l'iPhone obligatoirement. Donc je pense que ça peut être poser des problèmes d'authentification, peut-être des problèmes de chiffrement, puisque je vous rappelle que WhatsApp est chiffré de bout en bout. Et donc ça marche plutôt bien. Et en fait, vous allez voir, c'est très facile. Vous ouvrez votre iPhone. Comment on fait ? Voilà, c'est très simple. Vous ouvrez votre iPhone et vous lancez WhatsApp. Jusque-là, je pense que vous savez faire. Ensuite, dans WhatsApp, vous avez en bas de l'écran une petite roue crantée en bas à droite qui s'appelle Réglages. Donc, vous cliquez sur Réglages. Jusque-là, tout va bien. Alors, j'y vais, mais j'ai pas la dernière version. Ça va pas marcher. Alors, on va voir si tu as cette ligne magique. Sauf si la mise à jour a été faite. Attends, je regarde. Alors, j'y suis. WhatsApp. Alors, donc normalement, il y a ton nom et il y a marqué « Salut, j'utilise WhatsApp » si tu n'as pas changé le truc. Absolument. Et Réglage. Il y a deux lignes dessous. Il y a « Message important » et une nouvelle ligne qui n'était pas avant, qui s'appelle « Appareil connecté ». Est-ce que tu as appareil connecté ? J'ai appareil connecté. Eh bien, c'est magique. Donc, tu cliques sur « Appareil connecté » et là, il dit « Utiliser WhatsApp sur d'autres appareils ». Normalement, il y a une liste des appareils qui ont déjà été jumelés. Absolument. Et tout simplement, pour rajouter un nouvel appareil, c'est super facile. On appuie sur « Connecter un appareil » et là, d'abord, il demande une authentification, Face ID par exemple. Et une fois que vous avez été authentifié, Face ID ou Touch ID, peu importe, il va générer un code barre. En fait, il va plutôt ouvrir la caméra et il s'attend à trouver un code barre qui est en fait un QR code. Ce QR code, quand vous lancez par exemple, si vous voulez faire le test, vous lancez Safari sur votre ordinateur, vous allez sur web.whatsapp.com et là, lui-même va générer un QR code que votre iPhone va scanner et qui va valider la connexion donc, de WhatsApp sans passer, une fois qu'il a été validé, par votre téléphone. C'est aussi simple que ça, ça marche. Ça marche si vous avez téléchargé, puisqu'il y a une version WhatsApp qu'on peut télécharger sur le site, qui est une version standalone, donc qui ne passe pas par un navigateur, qui va être identifiée comme étant du macOS. Et si vous l'utilisez sur Safari, vous aurez une version où il y aura marqué Safari. Donc vous pouvez utiliser les deux d'ailleurs si vous voulez. Et le QR code apparaît à chaque fois et c'est super facile à faire. Et il n'y a rien d'autre à faire puisque du coup, à partir du moment où votre iPhone a scanné le QR code et qui donc a validé cette connexion, vous allez avoir une synchronisation qui va récupérer tout votre historique de messages. Donc ça peut prendre quelques minutes suivant la taille de votre historique.
Et à tout moment, toujours dans ce menu appareil connecté, vous avez la possibilité, évidemment, de cliquer sur un navigateur ou un appareil et lui dire éliminer ou déconnecter plutôt. Et du coup, vous avez le contrôle des appareils sur lesquels votre WhatsApp est utilisé. Si vous changez de téléphone, si vous étiez sur un ordinateur de quelqu'un, des choses comme ça, vous pouvez, après, depuis votre iPhone, qui est votre centre de contrôle, décider de déconnecter cette connexion provisoire que vous avez fait. Voilà. Très simple, mais en même temps très efficace. En fait, il fallait juste aller chercher le menu, sauf que comme on ne savait pas qu'il était là, on n'était pas allé le chercher, parce que la dernière fois qu'on a cliqué sur Réglages dans WhatsApp, ça devait être il y a des années. Donc, de temps en temps, il faut aller naviguer pour chercher ce genre de choses. Tu utilises toujours WhatsApp, Gilles ? Non, je l'ai viré et ma question était, je vais être obligé de le remettre si je veux continuer à intervenir. Mais ma question à Élie, un peu provocatrice, était est-ce que du coup, ils vont arrêter d'aspirer autant de données qu'avant? Écoute, tu sais à qui appartient WhatsApp, hein? Donc, oui. Bon, voilà. Donc, nous, on l'utilise pour... C'est très pratique parce que moi, je ne mettrai jamais d'informations super top confidentielles dedans, mais c'est très pratique déjà pour communiquer entre nous dans l'équipe. On s'en sert pour ça. Hein. Donc, les informations qu'on passe sont des informations iWeek ou i5, donc ce n'est pas du confidentiel défense. Hein. Et puis, je l'utilise pour communiquer avec le reste de la famille. On s'envoie des petites photos, des trucs de groupe. Et c'est pratique parce que tout le monde l'utilise, quoi. Sinon, on passerait sur iMessage, mais certains n'ont pas des iPhones. Donc, du coup, c'est compliqué. WhatsApp, c'est universel. On peut faire un appel de groupe, on peut faire une vidéo de groupe. Voilà, ne mettez pas votre numéro de compte bancaire dedans, c'est tout. Hein, voilà. Merci Elie pour ce tuto audio à la fois simple et efficace. Oui, moi qui n'avais pas fait la mise à jour de manière active, en fait, elle était déjà installée sur mon iPhone, donc vous avez sans doute accès à cette fonction en bêta, sans rien d'autre à avoir à faire que d'aller dans les réglages de l'appli WhatsApp. Allez, encore une pause, histoire de prendre une bonne respiration, de mettre notre serviette, parce que je ne voudrais pas que Gilles tâche sa belle chemise et sa belle cravate. Moi, je suis en t-shirt à la cool, mais... Dis que je mange comme un salopard. Gilles et Élie sont fringués comme des cadors, donc avant le dîner, on va se préparer. À tout de suite. Le dîner d'Élie avec un Élie façon sommelier ce soir. Exactement. Veste foncée, chemise blanche, cravate d'un bleu légèrement électrique au pétrole. Yes. Comment allez-vous, chef Élie ? Eh bien, écoute, je vais bien. Je finis la saison en beauté, on va dire, donc en mettant à l'honneur notre public qui nous regarde. Nous sommes fringués pour l'occasion. Voilà. Bon, alors, tu nous proposes traditionnellement un menu complet. Oui. Et cette semaine, il est complet. En entrée, une entrée de milliardaire peut-être ? Écoute, oui, absolument, puisqu'en fait, on en a déjà parlé, mais il y a une guéguerre, on va dire, entre Tesla et Apple qui continue. Et ça fait un petit moment, vous savez que Elon Musk a dit un jour un peu méchamment que Apple était un tout petit peu le cimetière de Tesla et que donc les gens qui vraiment n'avaient pas réussi chez Tesla allaient bosser chez Apple. Donc, c'est particulièrement méchant. C'était avant ou après que Tim Cook dise qu'il n'avait jamais rencontré Elon Musk? Non, c'était avant. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ne se sont pas rencontrés. Et donc, du coup, là, quand il a annoncé ses brillants résultats, donc il était en très bonne forme et Elon Musk ne mâche pas ses mots. Il n'est pas politiquement correct avec les journalistes et ses interventions. D'ailleurs, certains lui reprochent.
Et donc, il a lancé 2-3 pics vis-à-vis d'Apple. Donc, en particulier, il a parlé à un moment donné du fait que les superchargeurs Tesla vont être maintenant utilisables par d'autres marques de véhicules. Ce qui est super pour les autres, puisque le réseau de superchargeurs Tesla est de loin le plus complet au monde. C'est un peu une moins bonne nouvelle pour les utilisateurs de Tesla qui des fois font la queue pour pouvoir charger leur voiture. Et s'ils voient arriver des Zoé, des ID4 et d'autres voitures électriques qui viennent leur piquer la place, ils vont peut-être pas être contents. Mais bon, donc on lui a posé la question en disant « Ah bon, vous allez ouvrir, etc. » Et il a dit « Oui, Tesla, nous ne voulons pas être élitistes et bloquer la compétition comme le fait Apple en parlant de l'Apple Store. » Tiens, boum, ça dans la tête. Il a dit que pour eux, le plus important, c'était d'arriver à une société qui consomme moins de pétrole, etc. Et que donc tout ce qui pouvait être fait pour développer l'électrique, il était pour. Et donc quand il a dit qu'il ne voulait pas faire comme certains autres, il a fait un fake cough, c'est-à-dire il a fait Apple. Donc, sans les nommer, tout le monde a compris. Hein. Donc, sympa l'ambiance avant les vacances. Mais attends, dire une c'était méchanceté. pas... Attends, juste une deuxième info, après tu peux dire toutes les méchancetés que tu veux, c'est qu'il ne s'est pas arrêté là. Puisque ensuite, on lui a posé la question sur justement le recyclage des batteries, sur le fait d'utiliser des métaux rares comme le cobalt. Et il a répondu « Non, les gens qui utilisent 100% de cobalt dans leur batterie, c'est Apple. Nous, non. » Il a dit « Nous, on utilise 2% de cobalt. Apple, 100. » Donc, méchant, on raconte pas des secrets industriels comme ça sur ses petits camarades. Mais voilà, donc c'était les 2 pics de la semaine. Bon, c'était que l'entrée, des pics, donc des brochettes. Oui, exactement, petite brochette. Bon. Mais Gilles, tu voulais dire quelque chose de méchant avant le plat, vas-y. Hein. Oui, on parlait de For All Mankind tout à l'heure. On se souvient que le problème qui était intervenu sur Challenger était dû à une minuscule valve de décompression sur la navette. Je serais le cerveau d'Elon Musk, je ferai attention de ce côté-là, quoi. Parce que... Tu penses qu'il risque d'exploser en vol, c'est ça? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il dégonfle, quoi. Il y a un problème d'équilibrage des pressions. Pour l'instant, tout va bien pour lui. Il a même dit qu'en fait, il détestait être PDG parce que ça lui prenait trop de temps par rapport au vrai boulot d'ingénieur. Et je vous rappelle qu'il vit dans une sorte d'Algeco, hein, donc, alors qu'il pourrait vivre dans une villa de milliardaire parce qu'il veut être au plus près de la production, et là en particulier de SpaceX, où ils sont en train de faire des pas de géants, des progrès de géants dans ces fusées. Donc c'est un autre environnement, on en parlera peut-être une autre fois, mais moi je lui fais assez confiance pour ça. Hein. Allez, on passe au plat de résistance, Elie, avec un article signé d'un certain Jean-Louis. Et oui, et en fait, comme plat de résistance, c'est en fait un hommage à... moi, je vous ai toujours dit que j'ai 2 maîtres et 2 rôles modèles dans ma carrière professionnelle. Le premier, c'est Steve Jobs, vous le savez. Et le deuxième, qui a eu une place plus importante parce qu'on a eu des contacts beaucoup plus directs, c'est Jean-Louis Gasset qu'on avait rencontré, Benjamin, rappelle-toi, à Paris, il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui est vraiment pour moi mon maître à penser. Hein. D'abord parce qu'il est super drôle et qui sont des citations drôlissimes. Et en fait, il publie des lundis, il publie des chroniques. Qui s'appelle, il faut aller sur le site, ça a changé plusieurs fois, mais il faut aller sur mondaynote.com, Monday Note comme la note du lundi.com.
Et il publie des articles généralement sur l'histoire d'Apple. Moi, je les archive. Hein. C'est une collection. Il raconte depuis la création d'Apple France, comment il est allé aux États-Unis rejoindre Cupertino, comment il a quitté Apple, ce qui s'est passé après, etc. Donc, c'est vraiment super, super intéressant. C'est très, très bien écrit. Et là, il a publié un article cette semaine sur le business model d'Apple. Et il a mis comme commentaire un regard nostalgique et naïf sur le business model d'Apple. Et si quelqu'un connaît le business model d'Apple, c'est lui, hein, donc il le connaît bien. Et donc, il a parlé de comment ça se passait avant. Du modèle qui était facile à comprendre. Apple faisait des ordinateurs personnels dans 3 tailles, sur 3 marchés. Le marché entrée de gamme, le marché milieu de gamme et le marché du luxe. Il faisait des marges. Avec ces marges, il faisait de la recherche. Et ils s'occupaient de leurs employés, etc., etc., etc. Et maintenant, il dit que maintenant, c'est devenu extrêmement compliqué, que le modèle n'a plus rien à voir avec le modèle d'origine et que maintenant, ça dépend de tas de choses différentes, comme les services, comme des trucs comme ça. Donc, c'est super intéressant à lire. Je ne vais pas vous lire l'article complet, il fait 15 pages. Mais il revient sur toutes les différentes époques d'Apple, comment ils ont lancé la musique, comment ils ont été novateurs dans ce domaine, etc. Et il parle aussi de ce qu'il appelle, lui, le changement du centre de gravité du business model d'Apple. C'est-à-dire qu'Apple n'est plus une société équilibrée comme à son époque, mais une société qui dépend maintenant de forces en présence qui peuvent être des fois contraires, etc. Il parle de certains produits qui arriveront ou qui n'arriveront pas. Il parle à un moment donné de l'Apple Car qu'il appelle mort-né, hein, dans son article. Hein. Donc, bon. Et donc, voilà, il dit qu'il reste quand même un fan d'Apple, etc. Mais que Apple ferait bien de s'inspirer de l'histoire de HP, qui à l'époque était la puissance dominante et qui, peu à peu, ou presque du jour au lendemain, a quitté cette place prééminente. Et il dit qu'Apple devrait faire attention et ne pas oublier son passé et d'où ils viennent, parce que ça pourrait un jour leur jouer un tour. Voilà. Ok, pour ce plat, effectivement, intéressant. Allez le lire, c'est vraiment, vraiment très, très bien écrit. Avec du recul et de l'expérience, hein, au bout du stylo et du clavier. Et puis en dessert, alors, tu nous proposes un soufflé tout mini, hein, et délicieux. Mais oui, parce que je ne pouvais pas résister pour cette dernière émission de l'année pour vous parler de l'iPad mini. Et en fait, il y a eu une rumeur, encore une fois, disons que tant qu'à faire, ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure. Une meilleure rumeur. Oui. Alors. Mais oui, parce qu'il confirme que non seulement c'est du 8.4, alors il y a un débat, 8.4 ou 8.3, hein, mais bon, moi ça m'est égal, à 0.3, 0.4, c'est comme ils veulent, hein, 8 points ce qu'ils veulent. Donc oui, il y a un débat d'experts qui disent non, mais ça peut pas être 8.4, ça doit être 8.3,9. Oh, d'accord, 8.39, 8.40, bon, d'accord. Il confirme que ce sera du plein écran, il confirme dans cette rumeur qu'il utilisera un processeur A15. Moi, je dis oui, celui qui va arriver avec l'iPhone 13. Mais ils ont eu une rumeur apparemment fiable en disant que, puisqu'ils ont même le nom de la société qui va livrer les écrans, donc ça vient de Digitimes, hein, vous savez que c'est une source coréenne plutôt fiable, et qui dit que Apple va recevoir très prochainement des écrans donc pour cette iPad mini de 6e génération de chez Radiant Optoelectronics, donc qui est une société qui a déjà livré des écrans Apple pour des MacBook Pro et pour des iPad mini de génération précédente. Donc, du coup, ces écrans seraient des mini LED. Je vous rappelle que pour l'instant, il n'y a que l'iPad Pro qui a un écran mini LED.
On parle de cet écran pour les futurs MacBook Pro 14 et 16, mais si l'iPad mini, donc le plus petit, produit, sauf si un jour il y avait un iPhone mini LED, mais je crois pas que ce soit dans les cartons pour l'instant, bah, du coup ça serait le plus petit appareil Apple à posséder un écran mini LED, ça serait l'iPad mini 6. Donc encore une raison de plus pour mettre de côté la somme et passer la commande à l'instant même où il sera annoncé. Je crois qu'on va lancer un concours entre François et moi pour savoir qui va le recevoir en premier. Mais pour une fois, je ne suis pas sûr d'être le premier parce que je connais l'enthousiasme de François pour ce produit. Donc, on verra. Bon, moi, je vous souhaite juste que ça arrive un jour, mais j'en suis absolument convaincu. Merci, Elie, pour ce repas copieux, gastronomique. Corroboratif. Voilà, j'allais le dire, Gilles, exactement. Et sans faire de tâches, vous avez vraiment été très, 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 très bien. Vous avez su vous tenir, les garçons. Allez, dans un instant, c'est la dernière rubrique de cette dernière de la saison, nos coups de cœur de la semaine. Nos coups de cœur de la semaine, alors que Elie commence déjà à se détendre et à défaire sa cravate. Elle passe autour du cou et il y a les écouteurs. Fais attention, Elie, de ne pas t'en mêler dans les écouteurs. Gilles, ton coup de cœur cette semaine, qu'est-ce que c'est ? Alors j'en avais deux, le même que celui d'Elie. Je vais lui laisser le plaisir de parler de ce coup de cœur partagé. Sinon, j'en avais un autre, c'était un accessoire qui transforme votre iPhone en véritable appareil photo, ou du moins du point de vue des commandes. C'est un projet Kickstarter, une société qui s'appelle Fjorden et qui ajoute des commandes physiques de type roue rotative pour éventuellement passer d'un diaphragme à l'autre, et il rajoute un véritable bouton de déclenchement. C'est un véritable accessoire qui transforme en fait, qui va jusqu'au bout de l'intuition de pas mal de gens, qui transforme le smartphone en petit Leica, c'est-à-dire un appareil de très grande qualité et à tout faire qu'on a en permanence dans la poche. Alors, il reste une quinzaine de jours. Les objectifs ont été absolument explosés. Je suis en train de scroller pour arriver en haut et je suis en train de batailler pour ce faire. Donc le projet s'appelle Fjorden iPhone Photography Reinvented. Fjorden, Fjorden. Il reste 16 jours. Avant la fin, il y a 1674 contributeurs et ils avaient un objectif de 20 000 euros. Ils en sont déjà à 238 521 euros. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de sous, mais si vous avez envie de participer au projet, n'hésitez pas, c'est quelque chose qui fait vraiment envie, quoi. Alors, ça coûte combien le soutien à ce projet et qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce qu'on peut gagner ? On peut donner 1 euro. Bon, c'est gentil, on vous serre la main. 119 euros. Ah, ça passe de 1 à 119, d'accord. Oui, mais pour 119, tu dois avoir un appareil. C'est ça. On a un grip qui va sur n'importe quel iPhone. D'accord. En avance avec une garantie de 2 ans. Un engagement à 139 euros. On a le grip et l'adaptateur derrière pour servir de pied. Et on a pour 149 euros, on a une édition spéciale. Ok. Donc, avec voilà, un MagSafe. C'est-à-dire avec un MagSafe quelque chose qui s'adapte avec l'aimant qui est au dos des iPhone 11 et 12.
C'est ça pour le 11 et le 12, et celles qui sont à venir. Ok, donc c'est sur Kickstarter le projet Fjordon iPhone Photographie Reinvented. Merci Gilles. Je me tourne vers toi Ellie pour te demander à toi, qui a remonté ta cravate, n'a pas réussi à la passer, et donc elle est restée bloquée sur ton crâne. Non, c'est parce que je me suis mis en mode pirate avant les vacances. C'est ça, avec le nœud sur le côté. Ça va très très bien. Quel est ton coup de cœur de la semaine Alors, je ne sais pas comment Gilles a fait pour le deviner, parce qu'il doit être télépathe, parce que je ne l'avais pas écrit, je l'ai écrit nulle part. Et c'est un vrai coup de cœur, parce que, en fait, et pourtant c'est quelque chose que je connais bien, et c'est quelqu'un que je connais bien. Et tout à l'heure, j'ai découvert Benjamin sur LCI, et franchement, ça fait des années qu'on se voit ensemble à l'écran, qu'on fait des trucs ensemble. Et je t'ai vu dans différentes fonctions. Mais là, sur LCI, j'étais super impressionné. Comment ça s'est passé, la façon dont tu as géré et les news qui arrivent avec des imprévus, parce que je crois que ça s'était pas passé comme c'était prévu au départ, et surtout les invités. J'ai adoré le débat avec Serge Julie en particulier, mais les autres aussi, la capacité de retenir tous les noms, et puis les gens avaient l'air vraiment ravis, parce que lorsque tu les as représentés après différentes pauses publicitaires, ils avaient tous des grands sourires, alors que des fois ils sont tendus, ils sont pas à l'aise, etc. Donc c'était un grand bravo, parce que sur iWeek, on te connaît. Sur LCI, c'était vraiment impressionnant. Voilà. Et là, c'est gentil. Au débeauté. Ouais, ça me touche, les garçons. Je pensais vraiment pas que vous alliez partir dans cette direction pour votre coup de cœur. Mais écoutez, ça me fait très plaisir. Mais c'est un vrai coup de cœur. Eh ben écoute, merci. Je serai de retour sur LCI jusqu'à la fin de la semaine de 15h à 18h, et je les remercie d'ailleurs de leur confiance, et c'est un plaisir pour moi de retrouver une grande chaîne d'informations. Évidemment, ça ne change rien à mes projets avec vous pour iWeek et pour i5. Merci pour vos coups de cœur, même si je suis un petit peu surpris par celui-là. Il est temps de nous quitter. Alors pour la dernière fois de la saison, je vais lancer l'ultime jingle d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Et voilà, épisode 49, fin de la saison 1 dans quelques instants. Ça m'a fait très plaisir de boucler cette saison avec vous. Alors, je vais d'abord me tourner vers toi, Ellie, parce qu'on a vraiment fait toute la saison ensemble. Petit bilan pour toi de la saison d'iWeek. Écoute, j'étais ravi de faire une saison complète, et je trouve qu'on a eu une régularité qui était exemplaire. Donc on a réussi à sortir un épisode chaque semaine. On n'a pas fait de pause, on n'a pas fait de vacances. Je pense qu'on bat tous les grands podcasteurs, y compris Canteloup, etc., qui, dès qu'il y a des vacances, il prend des vacances. Nous, on était là à Noël, on était là en fait, pour les vacances de février, on est allé jusqu'au bout. Et en plus, on a rajouté un tout petit peu d'i5, pas assez malheureusement, mais on va se rattraper à la rentrée. Et franchement, on s'est bien marré, on a eu des invités topissimes, on a eu des crises de rire à plusieurs reprises, et on a réussi à trouver des actus qui ont apparemment marqué nos auditeurs, qui pourtant ont l'habitude eux-mêmes de trouver des actus. Et on a réussi quand même à les surprendre quelquefois, et ça, c'est une bonne récompense, on va dire. Super. Gilles, comment tu as vécu toi cette année, et quand même, tu as été avec nous une bonne tranche de cette saison. Napolitaine, puisque il y a Oui. Désolé. Non, puisqu'il y a quelque chose. Il y a trois parties en fait. Non, c'était extrêmement agréable, même si j'étais obligé de faire un break un petit peu au milieu. Non, c'était un vrai plaisir. Chaque fois, les invités comme Fabrice étaient extrêmement sympas. Il y en a eu d'autres. Je ne me souviens plus du nom du programmeur qu'on avait invité au moment de la sortie des Mac à main. Mais tu le verras dans le best-of. Oui, alors c'est vrai. Oui.
Oui, alors tu parles de Florent Morin et justement, je reprends la main 2 secondes, Gilles, alors que tu fais cette allusion à Florent Morin et qui a été l'un de nos invités. Élie, on va vous proposer, pendant qu'on se refait un petit peu une santé jusqu'à la 2e quinzaine d'août, 3 émissions spéciales et ça commence dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera justement le best-of de nos invités sur toute cette saison 1. Oui, et on en a eu plein, hein. Je crois que plus d'une quinzaine, hein. Plus d'une quinzaine qu'on a préparé pour vous. J'espère que vous allez aimer. Sur des sujets aussi variés que la 5G, Final Cut, les Mac M1 évidemment, l'Apple Car, les AirPods Max, la réparabilité, des invités top niveau. Vous n'avez peut-être pas été au rendez-vous depuis le début de la saison. Alors on va vous proposer en un seul épisode, une spéciale la semaine prochaine, de redécouvrir tous nos invités avec un extrait de l'interview qu'ils nous ont accordé. Ce sera la première de ces spéciales. Il y en a 2 autres qui sont déjà en boîte, Élie, hein, puisqu'on a enregistré hier soir pour permettre à François de partir en vacances. Et cette 2e spéciale qui est donc prévue la semaine suivante, hein, donc nous serons le 12 août. Voilà, ce sera l'épisode 51 et ce sera un best-of HomeKit. Mais oui, nous avons fait un duo avec François, on s'est réparti les tâches et on est revenu sur nos petites découvertes de la saison dans tout ce qui concerne la maison connectée. Voilà, si vous avez raté le train, notamment au début de la saison, vraiment la vulgarisation de base sur HomeKit, comment ça marche, comment démarrer, on vous a tout repackagé en un seul épisode et ce sera donc cette spéciale numérotée 51 que vous pourrez écouter à partir du jeudi 12 août et puis la 3e et dernière spéciale avant notre retour et le début de la saison 2, ce sera le 19 août. Alors là, ce sera une séquence à la fois nostalgie, émotion et, et peut-être pétoche. Ouais. Tu as cédé à la pression du public qui te l'a demandé. Certains auditeurs étaient prêts à payer pour ça. Et tu as cédé, malgré mes menaces. Absolument. Ce sera le best-of de nos premières fois. De toutes nos premières fois, puisque au-delà de la Team iWeek, le noyau dur, si on peut dire, il y a tous ceux qui sont venus dans iWeek et on va remonter jusqu'au tout début de Watch, Watch TV en 2012-2013. On a retrouvé la première fois de tous ceux que vous avez découverts à l'antenne. Je pense à Jean-Christophe, je pense évidemment à François, qui est l'un des derniers arrivés, je pense à Guillaume Jette, je pense à toi Gilles, et à tes différentes coupes de cheveux, et puis je pense à tous ceux qui ont passé une tête à un moment ou à un autre, qu'il s'agisse d'Alexandre Lenoir, d'Erwan Lecloirec, mon camarade, de Grégoire Martinez, Fred Blaison, Eddy Magnette, Teddy, notre copain des lutins du Phénix, Mathieu Dos Santos, voilà, je crois que je n'ai oublié presque personne, et puis évidemment celle qui reste à ce jour la seule femme de l'équipe, à savoir Audrey Coulot. Voilà, une émission très sympa aussi, je pense, à découvrir. Oui, mais le 19 août, mais tu sais qu'il manquera une vidéo que tu n'as pas réussi à trouver. Et tu es sauvé par le gong. Oui, mais presque, parce que bon, à une émission près, mais j'ai dû faire intervenir des puissances secrètes pour cacher cette vidéo qui n'existe plus. Du coup. Vous saurez tout dans l'épisode 52 à partir du 19 août sur toutes les plateformes de podcast. Et puis comme Watch, c'était de la télé, eh ben on a les traces vidéo de toutes ces premières fois. Donc je pense que la version vidéo sera particulièrement croustillante à découvrir. Je ne serai pas là le 19. Non, si, je vais regarder quand même. Je vais regarder quand même. Gilles, on était avec toi sur ce petit bilan de la saison 1 de ce nouvel iWeek, la semaine Apple, le podcast en version podcast natif. Oui, on parlait d'HomeKit, ça me fait plaisir non pas de
j'ai loupé ma vanne, enfin, mais de faire les... Comment on se quitte, justement, là, sur la dernière. D'accord. Mais bon. D'accord. J'aurais aimé avoir un mot, c'est terrible. Je crois que je sors là et je n'en reviens plus. J'aurais voulu avoir un mot sur High Five, s'il te plaît, un update. Comme on dit, Benjamin. High Five, alors c'est vrai, c'est notre espoir aussi de la rentrée à la fin du mois d'août. On espère que Apple aura réussi à rendre son service de publication des podcasts avec abonnement opérationnel et fiable. En tout cas, on va continuer de mesurer les délais de mise en ligne. On continue d'envoyer des fichiers tests pour prendre des mesures. Et puis, quand on considérera que le système est suffisamment robuste pour qu'il ne soit pas déceptif par rapport à vous, on sera très très heureux de reprendre ce qui était devenu déjà notre petit rythme au bout d'un mois, Élie. Absolument. On s'était bien adapté à ce format et je pense que ça nous aide même pour iWeek parce qu'on a appris en faisant des émissions courtes à être plus concentré, plus concis et plus focalisé sur les événements importants. En tout cas, merci de votre soutien, merci de vos nombreux messages à la fois d'encouragement pour la patience et la ténacité dont on a fait preuve et puis aussi de félicitations et de satisfaction par rapport à ce que High Five a commencé à vous apporter. On sait qu'High Five vous manque déjà, donc on sera très très heureux et on espère pouvoir revenir avec ce format court, ce podcast payant, 3,99€ par mois, on vous le rappelle, sans engagement et avec 3 jours d'essai gratuit. On espère revenir dans la deuxième quinzaine du mois d'août, mais pour être très clair, ça ne dépend pas de nous, ça dépend vraiment de la capacité d'Apple à nous proposer et à mettre à notre disposition payante, puisqu'on leur reverse quand même 30% des revenus, un outil pro et fiable pour que les épisodes soient disponibles quasiment instantanément pour vous les abonnés. Ça nous semble vraiment indispensable pour un podcast quotidien d'actualité. Bon merci beaucoup les amis, merci à vous deux évidemment, Élie Abitbol, Gilles Dounès. J'envoie plein de bises à François Le Truedic là où il se trouve dans son lieu de villégiature. J'espère François que tu vas recharger les batteries et que tu vas nous revenir en plateforme. Je voudrais aussi saluer Jean-Christophe Vigne, notre autre camarade qui a eu une année très très chargée, vous l'avez remarqué, j'espère qu'il pourra revenir à la rentrée. Et puis je voudrais vous remercier, vous tous qui nous suivez chaque semaine, plus nombreux à chaque fois. Vous êtes des milliers à écouter et à vous être abonnés à iWeek, la semaine Apple, le podcast. On sait qu'on peut compter sur votre fidélité pour la rentrée. Et donc on sera au rendez-vous. En tout cas, je pense, Élie, qu'on a fait le job en ne vous proposant pas de rediff, que des émissions nouvelles, y compris pendant ces 3 semaines de break, qu'on se prend jusqu'au 26 août. Ce sera la date de la reprise avec le premier épisode de la saison 2. Et pendant cette période, on restera de toute façon sur Twitter, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc ne craignez rien, on gardera le contact et on vous donnera des petites news et vous pouvez nous écrire et on vous répondra avec grand plaisir. Absolument. D'ici là, n'oubliez pas Patreon, c'est le moyen le plus simple de nous soutenir, de nous apporter une aide financière. Alors, ça va pas chercher très très loin, à partir d'1,50€ par épisode. Ça nous permet de payer les frais fixes d'iWeek, l'hébergement évidemment du podcast, les licences logicielles, un petit peu de matériel parce qu'on a besoin de maintenir tout ça à jour et puis aussi de penser plus loin et de développer iWeek. Alors merci d'avance de rejoindre nos contributeurs qu'on remercie, qui nous permettent d'être là chaque semaine. Patreon.com/iWeek, c'est l'adresse à ne pas oublier et à utiliser surtout sans attendre. Et puis tu parlais, Élie, des réseaux sociaux. Évidemment, suivez le compte @iWeekNews et i5fr si vous voulez vous tenir au courant des nouvelles qui concernent i5. Le hashtag, c'est toujours iWeekLSA comme la semaine Apple. On reste connecté même en vacances, donc surtout gardons le fil, gardons le lien. Et puis on vous dit au 26 août pour
la première de la saison 2 d'I-Week. Salut à tous. Bonsoir à tous, bonnes vacances et bisous aux filles. Évidemment. Salut Gilles, à bientôt. Salut.